déjà me présenter quand même. Je suis Marc-André Léty, je serai votre hôte pour ce webinaire du CRIFPE. Webinaire donc qui durera de midi, c'est-à-dire maintenant jusqu'à 13 heures et qui est le premier de la série de l'année. D'autres suivront. Par exemple, le 27 septembre prochain, Bruce Maxwell fera sa présentation à son tour. Mais aujourd'hui, la personne que nous accueillons, c'est Isabelle Isénis, qui est professeure à l'Université de Montréal en psychopédagogie, une spécialiste de l'accompagnement euh, des nouvelles personnes en enseignement, aussi bien donc étudiants que stagiaires et que nouveaux professeurs, mais aussi l'accompagnement à plus long terme en formation continue et puis formation de formateurs, de personnes qui accueillent des stagiaires. Elle nous parlera aujourd'hui, vous avez d'ailleurs sous les yeux le titre, il nous parlera de l'image entre la formation initiale et la formation continue pour soutenir le développement et l'autonomie professionnelle. Cette présentation d'environ une demi-heure, 40 minutes, on verra, sera suivie de questions et réponses. L'échange se fera par l'intermédiaire de moi, c'est-à-dire que vous écrirez dans la partie d'évaluation de c'est-à-dire le chat, vous écrirez vos questions. Je ferai le tour des questions selon le temps dont on disposera, bien sûr, pour poser et répercuter les questions parfois ensemble dans les amalgamats pour que Dionys puisse y répondre et que le plus possible de personnes aient l'occasion d'entendre ce dont elles ont besoin. Alors, je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute et Dionys, je vous souhaite de garder la parole. Merci beaucoup Marc-André. Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire dans ce moment assez névralgique de l'année, qui est celui de la rentrée académique ou scolaire. Merci beaucoup donc de votre présence, malgré une charge de travail qui est certainement bien marquée. Alors, en février dernier, dans le cadre de la Semaine des enseignants et des enseignantes, se tenait une table ronde à l'Université de Montréal qui avait pour titre «Comment prévenir le décrochage chez nos jeunes enseignantes et enseignants». Cet événement a placé alors autour de la table des acteurs des facultés des sciences de l'éducation, la Fédération des syndicats de l'enseignement et aussi un de nos anciens étudiants à la faculté des sciences de l'éducation. Et dans ce cadre, en fait, on a été amené à réfléchir collectivement au phénomène de décrochage d'abord, mais aussi aux enjeux et aux pratiques prometteuses que ce soit en formation initiale, lorsqu'on prépare nos futurs enseignants, ou encore lors de leur accueil dans le milieu scolaire. J'invite les personnes qui seraient intéressées à aller réécouter cet enregistrement. Donc, il est disponible sur YouTube et il offre vraiment une vision partagée du phénomène de décrochage qui donne la voix alors aux différents acteurs que je viens de nommer. J'ai donc inévitablement, dans ce cadre-là, réfléchi à ce que l'on fait pour rendre plus fluide, quelque part, l'arrivée de nos finissants dans la profession enseignante. Et je me base également sur certains écrits qui ont été réalisés, notamment Quand l'étudiant devient enseignant de Catherine Vagnuenov et Monica Stividini pour préparer et soutenir l'insertion professionnelle. Donc, je vous partage aujourd'hui le fruit de cette réflexion donc préparatoire à la fameuse table ronde, mais aussi le, quelque part pas un condensé, mais un portrait un petit peu de ce qu'on peut voir comme initiative dans une période ou une autre du développement professionnel et qui vont permettre donc de considérer cette question de l'arrimage entre la formation initiale et la formation continue dans une visée de développement professionnel fructueux. Alors, on espère effectivement qu'il s'agisse d'un développement professionnel fructueux, mais aussi ce que je vais nommer systémique pour venir considérer la période de formation initiale non plus de façon déconnectée à la suite du développement professionnel, mais vraiment arrimée à celle de l'insertion et puis bien sûr après de la formation continue. Donc, entendons-nous aujourd'hui, mon propos ne rapportera absolument pas de recettes toutes faites, n'exposera pas non plus les résultats d'une recherche particulière qui aurait porté sur la question. C'est plutôt des éléments de réflexion et certaines initiatives donc, qui sont relayées tantôt par le milieu universitaire, tantôt par le milieu scolaire, vraiment pour essayer de voir ce qui nous semble le plus porteur en insertion pour poursuivre quelque part ce qui a été amorcé en formation initiale dans le cadre du développement professionnel des enseignants. On verra alors ce qui se dégage comme occasion de collaboration et de partenariat interinstitutionnel. Et je passerai très brièvement par certaines clarifications conceptuelles, mais qui me paraissent toutefois essentielles dans le cadre de cette présentation. Alors, si on regarde le développement professionnel comme une pièce en 3 actes, tel que nous le présente Joséphine Mukamurera, qui se base elle-même sur Andrews, on voit bien que la formation initiale constitue le premier jalon du processus, que la construction des fondations ne se limite pas au premier acte, par contre, mais se poursuit, bien sûr, lors de l'insertion professionnelle.
Et pour sa part, la formation continue est ensuite incontournable si l'on vise le progrès de l'école et de la profession. Et si d'une part, l'insertion peut être considérée comme une suite à la formation initiale, évidemment si on la voit comme un projet inachevé, l'insertion peut aussi constituer la première pierre de la formation continue et donc devient une charnière entre la formation initiale et la formation continue, d'où l'importance de la soigner si l'on considère le développement professionnel dans une perspective durable. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu un saut de diapositive. Voilà, je continue. Et donc, on oublie souvent, quelque part, que le nouvel enseignant, au sortir de sa formation initiale, ce n'est pas un professionnel fini, accompli et en pleine maîtrise de ses compétences professionnelles. Le ministère de l'Éducation, ici au Québec d'ailleurs, insiste dorénavant pour dire que la formation initiale, c'est un projet inachevé et que pour donner sa pleine mesure, on va devoir pouvoir compter sur la formation continue et le développement professionnel continu. Le référentiel des compétences l'indique d'ailleurs, insiste dorénavant sur cette maîtrise progressive des compétences professionnelles et les attentes qu'on adresse à la formation initiale par rapport à la préparation de nos futurs enseignants, nos étudiants, sont donc à considérer, je pense, dans une temporalité beaucoup plus longue que les 3 ou 4 années de formation initiale. La formation initiale est certes essentielle, mais il n'en demeure pas moins que les apprentissages professionnels sur le terrain vont être tout autant essentiels et vont se poursuivre évidemment tout au long de la vie. C'est aussi ici, c'est effectivement aussi ce que Bourgeois et Durand avancent en soulignant l'importance de l'activité de travail pour se construire professionnellement. Alors, la perspective graduelle du développement professionnel, elle apparaît clairement chez Mukamurera, qui considère celui-ci comme un processus graduel d'acquisition et de transformation des compétences et des composantes identitaires qui conduisent progressivement les individus et les collectivités à améliorer, enrichir, actualiser leurs pratiques, à agir avec efficacité et efficience dans les différents rôles et responsabilités professionnelles qui leur incombent, à atteindre aussi un nouveau degré d'intelligibilité, donc de compréhension de leur travail et à s'y sentir à l'aise. Ce processus transformationnel va pouvoir se produire selon différentes dimensions ou facettes, selon le modèle ici de professionnalité privilégié depuis Beckers, développé aussi par Paquet et Wagner en 98, ensuite repris en 2012. Et Mukamurera, donc, s'est elle-même inspirée de différents écrits, à la fois sur le développement professionnel, le savoir des enseignants avec les écrits d'Eliot ou encore Portelance, sur le travail enseignant, avec aussi les travaux de Tardif et Lessard, et sur des travaux menés avec des collaborateurs sur les besoins de soutien des enseignants débutants. Ces facettes sont donc complémentaires. Et l'enseignant, il aura à les développer tout au long de sa carrière selon différents degrés. Il y a une dimension personnelle qui touche des aspects psychologiques, identitaires, affectifs, une dimension pédagogique et didactique qui va relever vraiment, qui est relative à l'acte d'enseigner. Elle renvoie aux habiletés pédagogiques, donc ce qu'on peut appeler le savoir faire la classe, si on veut. Une dimension disciplinaire en lien avec la matière enseignée et la maîtrise de celle-ci. La dimension critique va concerner pour sa part le développement d'habiletés réflexives, une dimension collective qui va référer aux habiletés collaboratives et enfin une dimension organisationnelle et institutionnelle bien souvent négligée. Alors, selon Mukamurera, il y aurait certaines modalités et facteurs favorables au développement professionnel pour parvenir justement à développer ces différentes dimensions, telles que des formations, du perfectionnement, des encadrements comme de la supervision, du mentorat, des observations en classe, des échanges, partage d'idées, travail d'équipe, de la participation à des recherches collaboratives aussi, des lectures et des recherches personnelles. Alors, c'est important, je pense, de souligner que la combinaison des modalités pour alimenter les différentes dimensions du développement professionnel doit être prise en compte. Or, on a souvent tendance, et peut-être que l'attention est souvent focalisée, que ce soit dans les programmes de formation ou même d'insertion professionnelle, sur l'une ou l'autre des dimensions et non sur l'ensemble. Donc, de tenir compte quelque part aussi des différents modèles de professionnalité qui s'y réfèrent et qui y sont directement liés pour former nos futurs enseignants. Alors, une définition plus ancienne du développement professionnel, et d'ailleurs la plus largement répandue, c'est celle de D,
qui est proposée par Donnet et Charlier en 2006. Déjà, ils la reprennent plus tard encore dans leur ouvrage en 2008, et qui dit que le développement professionnel est un processus dynamique récurrent, intentionnel ou non, par lequel, dans ses interactions avec l'altérité et aussi dans les conditions qui le permettent, une personne va pouvoir développer ses compétences et ses attitudes inscrites dans des valeurs éducatives et une éthique professionnelle. En mentionnant que la personne se développe dans les conditions qui le permettent, les auteurs touchent donc un aspect, je pense, majeur, à savoir que l'enseignant n'est pas un acteur isolé. Son travail s'inscrit effectivement dans un système éducatif et le développement professionnel ne dépend plus uniquement de lui-même, mais devient une responsabilité partagée. C'est donc cette interaction enseignant-établissement ou enseignant-organisation qui permettra à celle-ci d'apprendre à l'organisation, mais aussi aux professionnels de se développer. Et finalement, un autre aspect ici assez important qui est à noter, je pense, c'est vraiment la question des interactions avec autrui. C'est, je pense, par des échanges, dans des interactions avec d'autres et dans la confrontation avec l'altérité, justement, que le professionnel sera le plus enclin à se développer professionnellement et notamment au niveau de son identité professionnelle par une distanciation, une réflexion sur ses pratiques. Alors, je fais vraiment un très rapide détour, mais c'est vraiment c'est cette réflexion, c'est à travers l'autonomie professionnelle que je travaille beaucoup cette question du développement professionnel. Et évidemment, on espère, en soutenant le développement professionnel des enseignants, qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Et il me semble que c'est la réflexion qui va être l'ingrédient essentiel de cette autonomie-là, si l'on vise, tant en formation initiale qu'en insertion professionnelle, le développement selon cette perspective, où on souhaite que l'enseignant débutant devienne le plus rapidement, le plus autonome possible, pour être à même de prendre des décisions, d'orienter adéquatement ses interventions éducatives, d'innover sur le plan pédagogique, de s'émanciper de modèles qu'il aurait reçus en formation ou qui gravitent autour de lui lors de son insertion. Cette autonomie a donc un lien direct avec le sentiment de compétence qu'il pourra alors éprouver, que l'enseignant pourra éprouver et qui contribuera alors à sa persévérance professionnelle. Vous avez ici rassemblé les différents éléments que j'ai avancés dans ma thèse, que j'ai proposés dans ma thèse, en fait, pour définir conceptuellement l'autonomie professionnelle et dont on voit ici certains, on pourrait dire, ingrédients ou dimensions ressortir, à la fois donc une capacité de définir son action pédagogique de manière indépendante, en cohérence quelque part aussi avec ses valeurs, alignée avec des valeurs donc dans une forme de congruence et selon une liberté relative. Donc on voit aussi que l'enseignant qui est autonome sur le plan professionnel va pouvoir tenir compte des normes et des règles partagées. Ce n'est pas une liberté totale qui pourrait détourner l'enseignant donc, comment dire, des prescrits et de l'organisation dans laquelle il s'insère et qu'il doit tout de même respecter sur le plan des prescrits légaux. Mais elle va supposer chez lui donc une réflexivité, un jugement professionnel, de faire appel à certaines ressources telles que la confiance en soi pour lui permettre justement d'être dans cette prise de décision, d'orienter ses interventions, d'agir face aux nombreuses situations qui lui arrivent, mais de façon relativement émancipée. Donc, dans ma thèse, je relie ces deux concepts-là. Je vous invite à lire si ça vous intéresse pour aller plus loin, mais c'est vraiment dans cette visée-là que l'on peut considérer et que l'on voit aujourd'hui le développement professionnel dans cette continuité, dans cette parimage, dans cette articulation entre la formation initiale et la formation continue. C'est comme quelque part la visée du développement professionnel. Alors, l'articulation théorie-pratique réfléchie pour bâtir le développement professionnel continu. On se rappelle donc que le développement professionnel, chez nos différents auteurs qu'on vient de présenter, c'est un processus qui renvoie à la fois au développement des compétences professionnelles, mais aussi au développement de l'identité professionnelle. Ces deux composantes-là seront travaillées puis solidifiées évidemment en premier en formation initiale ou dans la formation actuelle. On propose souvent, dans une logique d'alternance intégrative, des temps d'apprentissage successifs dans les milieux. Donc, les stages, par exemple, en enseignement, permettent donc d'observer des pratiques d'enseignement et puis de tisser des liens entre ces pratiques et les cours théoriques offerts à l'université. Inversement, on aimerait bien que la formation permette à l'étudiant de réinvestir les apprentissages réalisés en contexte de stage dans les cours à l'université pour que ces liens se réalisent de manière bidirectionnelle et que l'étudiant vraiment perçoive l'importance et la pertinence de la théorie
qu'il acquiert à l'université. Pourtant, il y a plusieurs études, telles que celle de Gervais-Leroux ou encore Gouin et ses collègues, qui montrent bien que les stagiaires font relativement peu de liens entre la théorie et la pratique. Et que pour ce faire, il y a vraiment un réel travail réflexif qui va s'imposer et que celui-ci peut être proposé évidemment par des formateurs en formation initiale, mais va pouvoir aussi s'opérationnaliser à travers des modalités spécifiques telles que l'incident critique qu'on va demander en contexte de stage. Nous détaillons d'ailleurs l'exploration des liens théorie-pratique dans le cadre de ce dispositif particulier qu'est l'incident critique dans un texte qu'on a coécrit avec des anciens collègues de l'UCO sur les liens théorie-pratique et qui est paru en 2022 là, dans la revue Formation et Profession que je vous suggère d'aller voir si ça vous intéresse d'approfondir cette question-là. On y traite notamment des sources et des types de liens de savoir théorique, enfin de savoir que les étudiants peuvent solliciter à l'intérieur de leurs travaux. Donc, on s'attend à ce qu'ils fassent des liens théorie-pratique, mais qu'est-ce qu'on entend par théorie? De quel type de savoir on parle? Et puis aussi, est-ce qu'on peut considérer toutes sortes de savoirs quand on leur fait ces demandes-là, hein? Donc, c'est beaucoup en lien avec la conception aussi que les étudiants ont de la théorie et de ce qu'on entend par là. Bref, je divague. L'une et l'autre donc des composantes reliées au développement professionnel vont nécessiter plusieurs ressources, dont une large gamme donc de savoirs, et parmi eux des savoirs théoriques, même si les étudiants en formation initiale ne voient pas toujours le sens accordé à ces savoirs-là. Et par ailleurs, on sait que c'est par la pratique que ces deux processus vont faire le plus écho, hein, ces deux processus de développement de compétences et de développement d'identité professionnelle. Donc, ce développement n'est bien souvent concret et significatif qu'au contact de situations réelles. On connaît donc à cet effet l'importance accordée au stage par les étudiants, hein. Et pourtant, les écrits le montrent bien, Barr, mais aussi Telus ou Vagnenov et Douadino-Vicoso, Marc Labeu l'indique aussi que l'expérience vécue lors des stages, même si elle est essentielle à la formation de nos futurs enseignants, ne va pas suffire. En fait, le stage à lui seul ne va pas suffire pour que le futur enseignant fasse tous ces liens théorie-pratique requis et nécessaires à sa formation pour vraiment se situer dans un décloisonnement de savoir théorique et pratique qui va l'amener à accéder à un savoir professionnel. Ce savoir-là professionnel pourra alors l'emmener à transformer sa compréhension et son expérimentation des pratiques professionnelles en compétences professionnelles. Alors, et bien souvent, donc, hein, quand les étudiants sortent de formation initiale, il y a rupture. Et fort malheureusement, une rupture qui se fait au moment donc, de l'insertion, où ce qui a été appris en formation est complètement balayé du revers de la main. Les bons réflexes tendent alors à disparaître. Et souvent, c'est à cause du caractère urgent des situations qu'ils rencontrent au quotidien. Une fois qu'ils arrivent dans le milieu, les novices donc, doivent littéralement survivre, bien souvent dans des conditions déplorables, face à un nombre élevé d'élèves dans les classes, qui vont représenter pour beaucoup aussi, qui vont présenter pardon, pour beaucoup des particularités et qui méritent une attention rapprochée. L'état émotionnel à ce moment-là du débutant peut alors l'amener à se placer dans une position d'attente d'aide de la part de ses collègues pour obtenir ce dont il a besoin, donc que ce soit des idées, une méthodologie, une organisation, et retrouver ainsi ce qui pour lui va pouvoir lui permettre, comme le disent De Prit et ses collègues, faire équilibre et rendre pour lui la situation viable. À ce moment-là, des stratégies d'intégration sont variées, hein, allant du conformisme aveugle au conformisme dynamique, puis on peut deviner hein, de quoi il s'agit, mais donc qui vont aller de l'évitement quelque part à la réflexion, à la prise en charge par contre de sa situation professionnelle et à l'exploration de solutions aux situations rencontrées quand il se situe plutôt dans cette forme de conformisme dite de dynamique. Et là, j'emprunte les termes de Geneviève Nou à cet égard. Alors, si certaines, évidemment, de ces stratégies sont très fécondes en matière de développement professionnel, bien d'autres, on le devine, le sauront beaucoup moins. Il est certain qu'il y a différents aspects qui sont liés à la personnalité pardon, du débutant, comme sa force de caractère, son degré de confiance en lui, qui vont évidemment influencer l'adoption de l'une ou l'autre stratégie une fois qu'il arrivera dans le milieu. On voit aussi que les interactions avec l'environnement, hein, certains facteurs interpersonnels seraient aussi susceptibles de soutenir, de favoriser le choix d'une stratégie plutôt que d'une autre.
Et cela marque de nouveau l'importance, quelque part, du contexte qu'on offre aux enseignants débutants, des occasions qui sont offertes par le milieu dans lequel il va évoluer pour tendre vers une stratégie plutôt qu'une autre. Alors, évidemment, pour que la stratégie métacognitive, parce que ce qu'on voudra ultimement, c'est que parmi les occasions, parmi les dispositifs qu'on va offrir aux débutants, on voudra apporter quelque part un soutien à l'utilisation d'un mécanisme de la pensée réflexive, hein, beaucoup soutenir cette réflexivité dans l'acquisition de leurs compétences professionnelles. Pour l'enseignant, il s'agit vraiment, l'enseignant qui vit une situation délicate, il s'agit vraiment de lui permettre de le plus souvent possible de faire un retour réflexif sur la situation qu'il a vécue pour que cela devienne un réflexe une fois qu'il arrive dans le milieu scolaire. Mais comme le notent des auteurs comme Fijalco ou No, pour que cette stratégie métacognitive soit efficace, il faut que l'enseignant puisse se représenter la situation telle qu'elle a été vécue et non pas dans un mode illusoire. Et il ne va pas de soi, en fait, que les enseignants aient une perception exacte non plus réaliste de leurs compétences professionnelles. Donc, ça va appeler quelque part ça va nous amener à soutenir les enseignants dans l'auto-évaluation de leurs compétences professionnelles le plus possible et dans la réalisation d'un portrait professionnel évolutif. Hein, parce que la perte de bons réflexes, comme justement ce réflexe de prendre le temps de bien analyser la situation, de faire appel à des savoirs formels pour résoudre des situations problèmes, mais peut se faire très rapidement. Et c'est pourquoi ce qu'on va proposer en insertion professionnelle va être essentiel et devrait, à mon sens, s'inscrire en continuité avec les initiatives et les dispositifs qu'on propose en formation initiale. Alors, que dire du soutien justement à cette articulation théorie-pratique en formation initiale dans une perspective de développement professionnel autonomisant? À mon avis, il faut penser à des modalités comme le journal de bord professionnel qui va permettre aux stagiaires de réfléchir à leurs actions, de venir mettre en dialogue les savoirs théoriques après l'université. Et ce serait un journal de type professionnel de cet ordre-là. On parle parfois de portfolio. C'est le lieu, à mon avis, par excellence pour permettre aux stagiaires de documenter leurs expériences en stage et de venir les éclairer ou bien les questionner à la lumière de la théorie ou des connaissances issues de la recherche, dans la mesure où l'expérience, à ce moment-là, va appeler la théorie à la rescousse, comme nous disent Chauvet et Gervais, à la rescousse de la compréhension ou de l'action. Inversement, l'outil peut aussi permettre aux stagiaires de garder des traces des expériences de stage et les savoirs d'action qu'ils y construisent peuvent alors venir en soutien aux savoirs théoriques. Et c'est d'ailleurs ce que notent Boutet et Villemain quand ils disent que les savoirs professionnels sont plus utiles aux enseignants s'ils s'enracinent réellement dans une réflexion née dans l'action. Alors, comme le mentionne un auteur comme Abbas, les futurs enseignants auraient avantage à réaliser vraiment de nombreuses périodes d'observation dans les écoles où, par exemple, il y a une observation, une recherche qui est faite aux Philippines, que Abbas relaye, où des activités d'observation dans les écoles partenaires de l'université font vraiment partie intégrante à ce moment-là du curriculum de formation initiale. L'idée, c'est vraiment que la préparation au stage se fasse dans une volonté quelque part d'alerter l'environnement cognitif hein, de la personne, de l'étudiant, pour que la confrontation au champ réel de l'activité, après, se passe en mode réflexif plutôt que de façon improvisée ou imprégnative. Dans le même ordre d'idées, je pense qu'il importe autant que faire se peut d'exposer nos stagiaires à une variété de milieux de stage, hein, comme le soutient d'ailleurs le ministère actuellement. À cet égard, les milieux doivent travailler de concert avec l'université pour permettre cette diversification d'expériences et la confrontation avec des milieux socio-économiques et pluriethniques variés. Pour se sentir bien préparés, les stagiaires, on le voit dans les écrits, notamment les écrits de Dufour et ses collègues qui ont documenté donc la préparation à l'insertion professionnelle, qui disent que les stagiaires réclament une supervision de leurs activités durant les stages, notamment de la supervision qui porte sur des activités, des interventions auprès des élèves qui ont des besoins particuliers. Je me rends compte que mes animations ne viennent pas en même temps parce que j'oublie de les actionner. Toutes mes excuses. Je vais les placer toutes et puis ensuite je reprendrai mon propos. Voilà.
Donc, les futurs enseignants déplorent vraiment beaucoup que cette formation ne les prépare pas assez à enseigner une grande variété d'élèves, mais ils réclament donc cette supervision qui soit axée sur justement ces interventions auprès des élèves avec des profils particuliers. Une autre limite aussi qu'on voit dans la littérature, c'est celle qui est attribuée au stage, comme quoi ceux-ci ne les prépareraient pas assez, pas suffisamment au contexte de la suppléance qu'ils rencontrent évidemment beaucoup actuellement. On peut aussi penser au stage en emploi qui actuellement amène d'autres enjeux. Euh, donc voilà, il s'agirait donc, dans ce même ordre d'idées, de renforcer le contenu des cours à l'université et celui de la pratique en stage, particulièrement par rapport à la gestion de classe, la diversité des élèves, apporter une formation sur l'inclusion, combiner une expérience pratique auprès d'élèves ayant des besoins particuliers, et par ailleurs aussi la formation sur des stratégies pédagogiques qui devraient être, selon Liacopoulou, renforcées. Les stagiaires, dans la littérature, on le note aussi, Lynn et Jacobs le notent, que les stagiaires déplorent avoir peu d'occasions pourtant pour discuter avec leurs enseignants associés à cause d'horaires chargés. Et là donc, la collaboration entre le milieu scolaire, le syndicat, est importante pour offrir les conditions, la libération suffisante aux enseignants associés pour procéder à cette supervision, avoir le temps de réaliser les rétroactions nécessaires. Cette rétroaction est aussi faite par des superviseurs. Elle est essentielle. Elle est également un levier important quand celle-ci va encourager la réflexion sur le processus d'enseignement. Le superviseur, on le sait, se doit d'être un médiateur entre l'enseignant associé, le superviseur et les savoirs, le stagiaire et les savoirs. Et il va représenter vraiment cette courroie de transmission entre les différents acteurs, si on veut. On peut considérer le savoir comme un acteur, mais entre la réalité du terrain rencontré par le stagiaire, les savoirs qu'il apprend à l'université, le superviseur est donc cette personne tout indiquée pour réaliser ces liens-là. Et son rôle appelle vraiment ce dialogue-là dans une véritable collaboration aussi avec l'enseignant associé pour mettre au courant l'enseignant associé aussi des différents savoirs qui apparaissent dans les cours à l'université. À cet égard, c'est important aussi de noter la collaboration essentielle et la mise en place à l'université d'une réelle approche programme qui permettrait et qui est en train de se vivre dans plusieurs universités, mais de vraiment permettre aux ressources enseignantes et aux superviseurs de pouvoir échanger sur les contenus de nos cours, d'ouvrir quelque part un peu nos plans de cours et de partager sur les savoirs théoriques et les notions qui sont véhiculées en formation. Sinon, quel lien faire entre la théorie et la pratique, ou plutôt entre la pratique et la théorie? Alors, par ailleurs, et c'est ce que des auteurs comme Barr ou Portelance le notent, les enseignants d'expérience, évidemment, qui accompagnent les stagiaires, ont vraiment besoin d'une formation. L'expertise en enseignement ne va pas suffire. Comme le note bien Correa Molina depuis 2005, les formateurs doivent aller plus loin que juste aider à enseigner, mais tendre vraiment vers une aide à l'apprentissage à enseigner. Donc, aider, au lieu d'aider à enseigner, aider à apprendre à enseigner. De cette façon-là, on vise réellement l'autonomisation de nos stagiaires. Et à ce moment-là, c'est sûr que l'allocation actuelle qui est destinée à l'encadrement des stagiaires devrait servir à cette formation des formateurs de manière prioritaire. Et là, on en appelle à une collaboration entre le ministère, le syndicat, le milieu scolaire. De nombreux acteurs sont impliqués par cette formation des formateurs de stagiaires qui est bien importante. On ne peut passer évidemment sous silence toutes les initiatives qui sont mises en œuvre dans les séminaires d'intégration reliés au stage à l'université, où plusieurs initiatives comme le bilan des apprentissages, la préparation à l'insertion professionnelle, la préparation d'un CV pourraient permettre aussi d'enligner quelque part le stagiaire vers l'insertion professionnelle. Par ailleurs, on voit aussi que les stages sont souvent vus de façon trop cloisonnée. Il faut, à mon avis, penser donc à des façons de documenter la progression du stagiaire et du futur enseignant de façon transversale. Pourquoi est-ce que les traces laissées dans des documents d'évaluation en stage à l'université, dans des grilles critériées extrêmement précises, ne pourraient pas suivre le finissant quelque part dans le milieu pour pouvoir réellement poursuivre ce plan de développement professionnel qui a été initié en formation? Pourquoi tout recommencer en formation continue? Davantage aussi miser, bien sûr, sur cette triade dont je parlais tout à l'heure, dans l'encadrement, l'accompagnement, mais aussi l'évaluation du stagiaire, et faire intervenir le stagiaire dans une logique vraiment d'apprentissage plutôt que d'une logique de performance, dans un lieu effectivement névralgique, qui est l'évaluation du stage,
mais pour que l'évaluation soit vue quelque part sous un angle vraiment formateur et non pas comme une obligation de conformité, comme certains auteurs le notent. Les modalités évaluatives telles que l'auto-évaluation ou la co-évaluation peuvent, à mon avis, beaucoup servir dans cette perspective. La formation des enseignants est évidemment une responsabilité qui peut être réellement partagée, comme on l'a vu ici avec les différents acteurs qui ont été nommés, et comme l'illustre aussi un modèle de stage qui serait co-construit par l'université et les écoles. À cet endroit-là, la direction d'établissement peut être impliquée, devrait être impliquée dans l'élaboration d'une structure de stage qui soit adaptée aux besoins et à la réalité du milieu, mais sans pour autant compromettre les objectifs pédagogiques d'apprentissage et de formation de nos futurs enseignants. Alors, dans les cours de formation initiale dits plutôt théoriques, comment est-ce qu'on peut aider nos débutants, nos étudiants à donner du sens à ce qui est enseigné? Je dirais qu'il y a de plus en plus d'initiatives de forces vives qui s'unissent pour tenter vraiment d'amener la pratique et le terrain dans les murs de l'université. On peut penser à nos cours actuellement comme celui sur recherche sur les pratiques. On demande aux étudiants dès le début du cours d'investiguer une problématique qu'ils rencontrent dans la pratique, puisque ce sont des étudiants qui sont déjà en pratique partiellement, et de tenter d'apporter un éclairage tout en se basant sur des savoirs à la fois théoriques et pratiques, par exemple en menant des entretiens avec des enseignants de terrain ou encore de réaliser des instructions au SODI qui permettent alors à ce moment-là de se rapprocher au plus près de la pratique d'un enseignant expérimenté et de mieux la comprendre. À ce niveau-là, les étudiants sont vraiment amenés à considérer différents types et sources de savoir pour ne pas limiter juste leur analyse au seul savoir académique. Et là, je vous invite à consulter les écrits de Gouin et ses collègues qui sont assez éclairants. Ils reprennent notamment la typologie de Buis là, sur les différentes sources et types de savoir. C'est fort intéressant qu'on peut effectivement explorer, exploiter, faire exploiter à nos étudiants une large gamme de savoirs. Alors, je pense aussi aux différents types de simulation, les dispositifs de simulation, les laboratoires, le micro-enseignement qu'on offre à nos étudiants et qui permettent en fait aux étudiants de s'approprier des notions, des concepts pédagogiques, puis à les transposer, les intégrer dans une pratique certes fictive, mais qui leur permettent d'exploiter certaines tâches complexes comme la planif, le pilotage. Les étudiants ont ainsi l'occasion d'exercer vraiment une multitude de gestes pédagogiques, de cerner quelque part une part de l'ampleur reliée à ce qui les attend sur le terrain, et cela se fait à ce moment-là dans un contexte, un climat très sécuritaire sur le plan émotionnel. En Belgique francophone, par exemple, il y a un dispositif assez ancien qui est proposé. Ce sont les ateliers de formation professionnelle. Il est co-animé par l'Institut de formation, mais aussi un professionnel, un enseignant qui est libéré de sa tâche et qui vient enseigner aux étudiants dans une perspective vraiment professionnalisante et ancrée dans la réalité du terrain. L'étudiant ainsi planifie ses activités, va les piloter avec un regard direct qui est issu du milieu. Et donc, c'est, je pense, une piste à investiguer ici au Québec. Nous devrions presque aussi tous comme enseignants, je pense, à l'université, à certains moments, pouvoir réaliser de la supervision dans un milieu scolaire afin de réellement prendre le pouls, se rendre compte aussi de la réalité de nos classes, de l'évolution du contexte éducatif. Alors, on peut penser aussi à la réflexion collective dans des situations problématiques, comme les groupes de co-développement professionnel, par exemple, qui amènent justement en collectif à mieux comprendre différentes perspectives qu'on peut avoir sur la résolution de problèmes. Et on voit bien dans toutes ces initiatives que j'ai ici nommées, on voit une attention accrue au développement des compétences professionnelles lors des stages. Et peut-être on oublie l'importance de cette identité professionnelle qui apparaissait pourtant dans ce dialogue, comment dire, dans cette définition du développement professionnel qui insiste à la fois sur le développement des compétences, mais aussi sur le développement de l'identité professionnelle qui est, à mon sens, trop peu explorée puis bâtie en cours de formation initiale. Et là, on peut penser à certains travaux qui peuvent être demandés dans le courant de la formation, qui vont aller questionner les étudiants sur leur rapport au savoir, leur rapport à l'école, aux apprenants à l'institut scolaire. Il y a notamment une recherche intéressante de Boutet, Royer et Gagné qui ont élaboré un cadre d'analyse de la diversité et de la convergence des actions d'un enseignant en gestion de classe qui peut du coup être utilisé en formation initiale et puis repris en insertion professionnelle, qui vaut la peine donc d'être regardé. Alors, une fois arrivé en insertion professionnelle, qu'est-ce qu'il peut faire l'enseignant? Dufour et ses collègues notent bien la précarité des débuts vont souvent aller retarder le moment où les enseignants pourront effectuer justement un réinvestissement des connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur formation initiale. Et donc, c'est pour ça, je pense que la formation continue devrait vraiment
quelque part, les formations qu'on offre en formation continue, être arrimées aux besoins particuliers des débutants. Donc, repenser à ce plan de développement professionnel, observer les compétences professionnelles, les besoins de soutien, de voir vraiment l'insertion comme une expérience subjective et que chacun des débutants ne vivra pas l'insertion ou les difficultés, les défis liés à l'insertion de la même manière. Donc, c'est important d'éviter aussi la redite. Hein. Beaucoup de formations sont offertes sur la gestion de classe, l'évaluation, la relation aux parents. Éviter la redite aussi avec ce qui se fait en formation, mais plutôt s'inscrire dans une continuité. Pourquoi pas aussi s'inspirer, aller voir, se renseigner sur les contenus qu'on offre dans les cours. Et à ce sujet-là, on travaille actuellement avec, par exemple, des conseils pédagogiques de différents centres de services scolaires dans une recherche à caractère collaboratif. À ce moment-là, les CP qui sont en charge de l'insertion des jeunes profs sont au courant de ce qu'on propose en formation initiale, puisque nous, comme chercheurs, on leur relaye aussi tout ce qui se fait en formation pratique. Et donc, il y a comme une sorte de compréhension de la part du milieu des CSS de ce qui se fait en formation et inversement pour permettre justement qu'il n'y ait pas de redite, qu'il n'y ait pas des formations continues, qui soient un peu des formations clés en main, qui soient offertes et qui finalement vont être très peu réinvestis parce que, comme en formation initiale, ça ne parlait pas aux enseignants au moment où ils l'ont reçu, où ils l'ont vécu. Donc, je pense que c'est important aussi de poursuivre l'utilisation, évidemment, de modèles d'analyse réflexive qui auraient été appris en formation. Le leadership des directions, Tardif nous le mentionnait très bien, que les directions peuvent mettre aussi en place dans leur établissement un programme d'insertion, mais que c'est sous leur leadership que l'équipe école va pouvoir se doter véritablement d'une charte. Hein, si elle met en place, par exemple, une charte qui va préciser des valeurs de l'établissement qui vont servir à ce moment-là à orienter l'insertion des futurs collègues, mais ça va venir permettre aux enseignants de s'intégrer et ça ne devient plus une seule affaire technique, administrative, bureaucratique de trousse d'accueil ou information qu'on relaie aux enseignants débutants lors des débuts, mais ça devient vraiment un projet professionnel qui est orienté par des valeurs partagées entre les enseignants puis les autres acteurs scolaires. Il y a plusieurs établissements qui ont mis en place ces dernières années, d'ailleurs, à ce niveau, des communautés d'apprentissage professionnel qui sont souvent d'ailleurs pilotées par les directions et auxquelles participent à ce moment-là les enseignants ou une partie d'entre eux, puis y inviter les nouveaux collègues peut être une formule gagnante, évidemment, parce qu'elle va permettre une meilleure socialisation organisationnelle. On peut penser, bien sûr, à l'étude collective de leçons, hein, comme c'est proposé en Suisse, à la HEP Vaud, par exemple, par des collègues comme Claire et Martin, qui utilisent l'étude collective de leçons, donc les lesson studies, qui sont souvent utilisés dans les pays asiatiques, dont le but, c'est vraiment l'étude collective d'une leçon qui va permettre aussi d'améliorer l'impact des expériences d'apprentissage que les enseignants vont procurer à leurs élèves. L'activité centrale du dispositif, c'est vraiment de faire travailler ensemble les enseignants sur un petit nombre de leçons. Et le but, ça va être d'analyser le processus d'enseignement pour pouvoir évidemment maximiser l'amélioration, enfin l'apprentissage des élèves. Et donc, au lieu d'être centré et focalisé simplement sur l'enseignant et ce qu'il fait, ben, on regarde tout de suite qu'est-ce que ça provoque en termes d'apprentissage et on permet aussi aux enseignants de mettre en œuvre, de vivre cette fameuse variation hein, que les auteurs nomment, notamment repris par Martin et ses collègues, qui part du postulat qu'apprendre à bien enseigner, ben, les enseignants, pour ce faire, devraient pouvoir expérimenter cette variation et pouvoir répéter, expérimenter à plusieurs reprises ce qu'ils sont en train de préparer. C'est notamment ce qu'on fait aussi dans le micro-enseignement. Je vais activer parce que je vois que le temps file. Donc, il y a ces séances collectives de résolution de problèmes qui sont d'ailleurs proposées. Hein, là, je remercie mes collaborateurs dans les centres de services scolaires, les conseillers pédagogiques et nos super mentors qui nous ont partagé leurs initiatives, hein, des séances collectives de résolution de type co-développement, Troïka, des journées thématiques aussi qui portent sur le contenu dont on a déjà parlé, et enfin des journées qui peuvent rassembler aussi des acteurs. Et là, l'aspect partenarial et collaboratif est très intéressant, où les CP sont rassemblés avec les enseignants et les mentors, et on regarde, il y a vraiment une importance à octroyer au référentiel, puis de se dire que ce qu'on fait, c'est pas simplement prendre un cahier d'exercice ou un guide pédagogique, mais vraiment inscrire notre activité et nos conceptions, la conception de notre enseignement dans les prescrits légaux. Alors voilà, c'est difficile de conclure, hein, mais donc je dirais que
oui, on peut penser à des formations du perfectionnement formel ou non formel, des lectures, des recherches personnelles pour soutenir le développement professionnel, mais celui-ci devrait passer par une réelle confrontation avec des situations authentiques. Hein, l'analyse de situations problèmes, les échanges d'idées, pour justement que cet aspect interactif et que cette interaction avec l'altérité euh, ait lieu et permette justement de soutenir le développement du professionnel. Puis une des clés, à mon sens, pour aboutir, pour soutenir ce développement professionnel, c'est vraiment d'inscrire le développement professionnel dans une perspective autonomisante, d'amener l'étudiant en formation et puis, bien sûr, l'enseignant débutant à devenir ce que Léopold Paquet appelle un praticien réflexif. C'est probablement le paradigme sur lequel on doit insister pour que l'étudiant se prenne en charge professionnellement par rapport aux compétences professionnelles qu'il aura à parfaire au courant de sa formation. Donc, j'aime beaucoup les écrits de Geert Keltermans de l'Université de Gand qui nous dit que cette réflexivité va contribuer à favoriser des actions plus délibérées et donc potentiellement plus efficaces, permettre aux futurs profs aux futurs enseignants de rendre explicite leur cadre interprétatif personnel, donc l'ensemble de leurs connaissances, de leurs idées, de leur propre représentation, de leur schéma, de le vérifier en le confrontant à d'autres, à des expériences pratiques ou des modèles théoriques, et peut-être de l'optimiser et d'améliorer ainsi les fondements de leurs choix et de leurs actions professionnelles. Alors voilà, je m'arrête ici, mais je vous remercie pour votre écoute, puis on va pouvoir recueillir vos interventions, mais l'idée d'une articulation théorie-pratique réfléchie pour bâtir le développement professionnel continu, ben, c'est qu'elle soit pensée de façon collaborative, en mettant de l'avant un partenariat entre tous les acteurs qu'on a pu nommer dans la présentation, mais aussi qu'elle mette au cœur de nos actions la réflexivité. Merci pour votre écoute. Merci, professeur Génif. Il y a déjà quelques questions qui nous sont parvenues à votre attention et que d'autres ont peut-être pu voir aussi, là. Entre autres, l'une d'elles, c'était, et je la résume, mais c'était au tout début de votre présentation qu'elle est venue à propos du lien qu'on peut faire entre les enseignants nouvellement, pardon, non légalement qualifiés et qui sont nouvellement sur le marché du travail, là, qui sont dans des classes, entre eux et puis le développement et puis plutôt le cadre, le référentiel de compétences que l'on a, comment on peut tenir compte de ces nouvelles conditions de travail-là et de formation pour adapter la formation continue à leur réalité, pour tenir compte de leurs différences de réalité. Donc, est-ce que les modèles de formation pertinents doivent être revus et comment, le cas échéant? Donc, la question était plus complexe et plus claire que ça, mais je vous la résume. OK, merci. C'est sûr qu'en formation initiale, on doit s'adapter à eux. On les reçoit effectivement dans des maîtrises qualifiantes. Euh, Très souvent, ces personnes-là sont déjà donc en emploi, hein, ils sont engagés. Souvent, ça devient une condition qu'ils suivent une maîtrise pour pouvoir justement mener au brevet d'enseignement. Je pense effectivement qu'il y a une adaptation à faire. Ces gens-là ont tout un bagage d'expérience dont il faut tenir compte. Hein, et je pense que l'identité professionnelle qui fait réellement part du développement professionnel à ce moment-là est à considérer parce que ces personnes-là ont un rapport qui est différent aux apprenants, qui est différent à la profession. Il y a probablement un bagage expérientiel dont il faut tenir compte. Et donc, quelque part, si on peut miser sur leur force et leur bagage expérientiel, c'est aussi de s'en saisir en formation initiale pour ne pas aller proposer des objets de formation qui seraient à ce moment-là inutiles. Donc, effectivement, le contenu de la formation pour ces personnes-là va devoir être penser autrement, je pense. Et en contrepartie, quand ces NLQ sont dans le milieu, on voit très bien les conseillers pédagogiques, les centres de services assez démunis. Et ils nous disent, bah, on ne peut pas offrir le même accompagnement aux étudiants qui sortent d'une formation classique à ces NLQ qui, eux, viennent parfois avec une totale méconnaissance, une absence de connaissance du milieu scolaire, à juste titre, hein, mais donc ils doivent parfois réapprendre vraiment des bases que des étudiants dans la formation standard ont pu acquérir. Donc l'accompagnement aussi en formation initiale, puis en formation continue, forcément, va devoir aussi être différencié, si on veut. Donc d'où l'importance vraiment d'être arrimé aux besoins spécifiques et
et d'offrir un soutien qui est personnalisé aux enseignants débutants qui seraient donc des non légalement qualifiés. Et c'est très souvent le cas hein, dans la plupart des centres de services dont je connais les offres de dispositifs dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle. Il y a ce soutien individualisé qui est offert. Mais effectivement, il faut différencier absolument à la fois la formation, mais aussi le soutien à l'insertion. Bon, merci beaucoup. Je pense que ça répond à la question qui est complexe et puis qui est appelée à évoluer aussi. On ne sait pas ce qui va se passer dans les offres de services Mm. pour la formation initiale pour les gens qui sont embauchés sans avoir de formation spécifique à l'enseignement. Ben, Mhm. merci donc pour ce début de réponse. Et si vous voulez plus tard revenir, professeur Génis, faites-le non seulement dans d'autres webinaires, mais même dans celui-ci sur cette question-là. Autre question que Parfait. vous avez posée aussi, c'était et je vais pas dans l'ordre, là, mais une des plus récentes, c'est sur les CAP, ces formations-là, donc, peuvent-elles représenter d'une façon, dans certains cas, un surcroît de travail qui mène à une surcharge pour les nouveaux enseignants? Est-ce que vous parlez des CAP en particulier? Oui, oui, les CAP, oui. Oui, OK. Communauté d'apprentissage. Alors, si on y va du côté des lesson studies, par exemple, je pense qu'à contrario, les enseignants peuvent gagner beaucoup de temps à travailler de cette façon-là. Hein, si c'est vraiment pour maximiser leur pilote, enfin d'abord la conception de leurs activités d'apprentissage et de leur situation, de penser mieux leur enseignement à la lumière d'un collectif et dans une réelle analyse de ce qu'ils préparent, je pense qu'après, c'est pour gagner du temps. Donc, c'est vrai qu'on pense beaucoup à cette surcharge, notamment dans les initiatives collectives hein, qu'on va offrir aux enseignants débutants, comme le co-développement. Mais là, de nouveau, il y a une richesse au niveau collectif dans le fait de pouvoir briser l'isolement, rassembler des enseignants qui vivent la même chose, proposer différentes alternatives à ce qu'ils ont initialement pensé seuls dans leur petit coin. Et donc, je pense que d'ouvrir la porte, oui, ça prend du temps de collaborer. Oui, c'est plus long que d'œuvrer tout seul dans son coin. Mais en contrepartie, on peut vraiment y gagner. Je pense à un centre de service scolaire qui propose justement des midi-causeries pour ces enseignants débutants. Il y a exposition de toutes les problématiques, beaucoup en gestion de classe, bien sûr, qui sont rencontrées. À ce moment-là, ben, tout le monde entend que ben, ils sont pas seuls dans la situation, de un. Et après, il y a vraiment une réflexion collective en disant ben, quelles sont les solutions possibles. Alors, ils listent absolument toutes les situations qui leur viennent. Et après ça, pour pas juste essayer des choses qui ne leur conviennent pas, il y a vraiment une analyse de ce qui est proposé à la lumière de leurs croyances, de leur conception propre reliée à l'enseignement-apprentissage, parce que ça, c'est bien sûr bien important pour que ce soit en phase avec les valeurs, viser une forme de congruence. À ce moment-là, l'enseignant débutant peut choisir dans ce qu'il n'aurait pas pensé initialement, ce qui lui conviendrait. Donc ça, c'est une modalité que j'ai trouvée extrêmement originale dans un des centres de services partenaires avec qui on travaille et qui, à mon sens, n'est pas juste une liste d'épicerie hein, de recettes qui pourraient être proposées par des collègues et auxquelles on aurait une tendance à adhérer de manière un peu rapide, mais plutôt de s'approprier, de voir dans quelle mesure ce qui est proposé me convient à moi comme enseignant. Donc vraiment vérifier si ça fait sens. Très bien, merci. On voit donc que le jeu peut avoir de la chandelle, surtout peut-être en association professionnelle, mais j'avais une autre question qui était posée à propos de la diversité qui existe justement dans les centres de services. Par exemple, dans le cas là, qui était donné, c'était l'éducation physique et à la santé. Il semble qu'il y ait donc une diversité qui fasse en sorte que il pourrait y avoir, ben, dans l'offre pour la formation continue, qu'il pourrait y avoir de la redite en tenant compte de ce qu'il y avait comme formation aussi elle-même très diversifiée dans les bacs ou les formations initiales. Donc, formation initiale diversifiée qui pourrait être couplée avec aussi une formation continue elle-même diversifiée et donc avoir parfois un manque d'adéquation ou d'agrimage entre les deux. Comment peut-on essayer de régler ce problème-là, le cas échéant? Ben, j'en ai parlé un petit peu hein, dans la conférence. Il me semble que justement à travers des recherches collaboratives, bon évidemment on n'a pas toujours l'occasion de mettre cela en place, mais on le voit bien, nous, quand on travaille avec les CP, ils se rendent compte de ce qu'on fait à l'université et nous on se rend compte de ce que eux offrent et puis ça nous permet vraiment d'entamer un réel dialogue sur mais quels sont les contenus des formations qui sont offertes
qui sont offerts, pardon, et puis de quelle façon on peut ne pas justement aller simplement faire proposer des redites quoi, dans ce qu'on va offrir après en formation continuée, dans des formations de type frontal, où ça peut peut-être autant glisser sur la peau du débutant que ça le faisait en formation initiale. Donc là, je pense que c'est d'ancrer ce qu'on va offrir dans ce que dans ce que l'étudiant vit ou dans ce que le débutant est en train de vivre, pardon, et lui permettre d'aller choisir aussi le contenu de ces formations. Les auteurs l'ont notamment identifié, hein, Joséphine, dans ses écrits, déjà en 2014, disait ben, pour viser cette persévérance professionnelle, c'est oui pour les décideurs ou les institutions scolaires de proposer diverses activités de formation continue, mais aussi de permettre à l'enseignant d'aller choisir ce qui fait sens pour lui, hein, et d'arrimer cela à ses besoins qui sont spécifiques. Parce que si on regarde un peu la définition et la multidimensionnalité aussi du processus d'insertion professionnelle, enfin de l'insertion, on voit bien que c'est quelque chose de subjectif. Et donc la personne, je le disais tantôt, ne va pas vivre nécessairement la même chose que son voisin. Donc ça ne sert à rien. Si lui, il est tout à fait à l'aise en gestion de classe ou qu'il a effectivement un bagage précédent dans l'animation des jeunes, par exemple, hein, je pense ici au NLQ, parfois dans nos cohortes qui sont super habiles pour gérer une classe parce qu'ils ont été animateurs en camp de jour, par exemple. Bah, eux, la gestion de classe telle qu'elle est proposée dans une formation clé en main, très, très frontale et portant sur du contenu qui fait pas sens pour lui, bah, à ce moment-là, il y aura pas beaucoup d'accroche, quoi, hein, d'intégration pour lui. Ça lui parlera moins. Je sais pas si Mhm. j'ai été Ouais, très ouais, claire. je pense que oui. En tout cas, j'ai trouvé. Euh, une autre chose que je vais signaler aussi, avant que je ne l'oublie, je l'ai dit, peut-être ai-je oublié de le dire, mais la présentation d'aujourd'hui elle est enregistrée, elle sera mise dans le site. Donc, les gens pourront y recourir de nouveau, pourront l'écouter de nouveau pour retrouver des choses qu'ils ont entendues. Cependant, on me demande, est-ce qu'il y a une bibliographie qui accompagne cela? Peut-être pas une bibliographie complète, mais est-ce qu'il peut y avoir là, quelques titres qui, après ça, nous permettront d'aller plus loin et renverront vers d'autres titres eux-mêmes? La voilà, c'est magnifique. Bien sûr, il y en a. Bon, ici, j'ai rassemblé les principales, mais je me suis beaucoup aussi basée sur les écrits hein, de Catherine Van Nieuwenhoven et Monica Cividini. Quand l'étudiant devient enseignant, je sais qu'il y a plusieurs collègues et conseillers pédagogiques qui sont nos partenaires qui m'écoutent là. Et donc, c'est quelque chose que je suggère vivement. Et aussi, il y a eu un numéro récemment, non, c'est déjà 2019, mais France Dufour avait documenté aussi dans son texte Regard d'enseignants débutants sur la formation initiale. Je l'ai mis là en référence. Donc, la 3, 4, 5, 6, la sixième référence ici est un des textes de la revue Éducation et formation de 2019, qui est vraiment un tout beau recueil là aussi de textes qui portent sur la question. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui ont été relayés de là. Donc, j'invite les personnes intéressées à aller consulter cet article. Bien, merci. Et les Une autre chose articles que j'ai, de la revue thématique qui entourent le texte. ouais, ouais. Formation et profession aussi qui a été citée tantôt peut avoir d'autres numéros qui peuvent être intéressants. Mhm. Euh, J'ai oublié donc de dire aussi qu'il y a eu beaucoup de remerciements et félicitations pour la qualité de la présentation et son intérêt. Merci. Voilà, je l'ai relayé. Ça va disparaître, ça, quand on va mettre ça dans le site, mais là, vous le savez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je cherche, je pense qu'on a fait le tour des questions qui avaient été posées. Ça semblait vraiment très clair. Alors, peut-être avez-vous un mot de la fin, Isabelle, pour euh, finir en beauté? Un mot de la fin, mais j'aurais dit de miser effectivement cette réflexivité me semble au cœur, hein. C'est sûr qu'on l'entend un peu à toutes les sauces, la réflexivité. Après, c'est de se demander comment est-ce qu'on la met en œuvre. Mais je dirais que ce qui est vraiment essentiel, c'est de miser sur le bagage de l'enseignant. Et justement, hein, nos NLQ en font partie. Miser sur le bagage plutôt que de tout recommencer. Viser ce dialogue, hein, que ce soit chez les ressources, par exemple, dans une approche programme à l'université, entre les enseignants, les superviseurs, pour que eux puissent faire ce meilleur pont entre le milieu de formation puis le milieu scolaire, mais aussi permettre ce dialogue-là entre le milieu scolaire et le milieu universitaire. Je vois vraiment qu'à travers des recherches qui nous permettent de les rencontrer, on devient des personnes un peu
qui vont alimenter leur réflexion et inversement, on a besoin d'eux pour comprendre ce qui se fait dans le milieu. Donc, c'est vraiment important pour permettre justement qu'il n'y ait pas de redites, comme on a déjà dit, puis éviter de simplement se répéter, parce que sinon, évidemment, les choses continuent à se dire en silo. Des modalités collectives, mais aussi personnalisées, donc y aller par la combinaison des mesures qu'on offre. Joséphine Mukamurera nous l'avait déjà souligné plusieurs fois, notamment dans la table ronde du mois de février. Et puis questionner les conceptions, identifier ce qui fait sens pour la personne, parce que sinon, ça risque juste de glisser. Voilà. Alors, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Isabelle. Et nous reverrons sans doute le 27, en fait, pour la table, pour la présentation du webinaire de Bruce Maxwell, c'est le 27 septembre, un autre midi. Il y aura d'autres webinaires. Merci beaucoup encore une fois Isabelle. Merci à tous ceux qui ont Merci participé. beaucoup. Et nous nous Merci à reverrons vous. bientôt. Merci. Au revoir.